Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite d'ailleurs de passer une excellente journée avec hypnose et repositivation mentale dans l'après-midi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose, qui est une discipline naturopathique majeure, une technique de la vraie naturopathie. Mais en règle générale, les gens ont une conception fausse de la vraie naturopathie. Pour la majorité d'entre eux, la naturopathie est l'usage de plantes en infusion, en décoction. C'est aussi éventuellement la diète, le jeûne, le sport, la relaxation, le massage, l'ensoleillement, la thalassothérapie, mais pas grand-chose de plus. En fait, cette conception est totalement fausse. La vraie naturopathie est une authentique science, mais elle n'est pas qu'une science. C'est aussi une philosophie de la vie. C'est en tout cas une médecine de santé à part entière, reconnue comme telle, non seulement par de très nombreux pays comme le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, les pays nordiques, etc. Mais aussi reconnue comme telle par l'Organisation mondiale de la santé et notamment par le Parlement européen. La médecine de santé que nous enseignons dans nos universités privées n'est pas un amalgame de techniques naturelles, sans tête ni queue, à visée purement antisymptomatique ou palliative. C'est au contraire une authentique doctrine éthio-thérapeutique, holistique et hiérarchisée, qui vise à développer la vitalité, donc la santé naturelle, parce que c'est la santé naturelle qui chasse la maladie. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pour pouvoir comprendre cela, encore faut-il avoir l'esprit ouvert, capable d'accepter des idées nouvelles, même si elles bouleversent nos vieux schémas mentaux erronés, basés non sur des faits avérés, mais sur des interprétations plus ou moins entachées par nos fausses croyances. En règle générale, les gens n'arrivent pas à comprendre que la vraie naturopathie est la vraie médecine de santé psychobiologique, qui soigne le corps physique et le mental en même temps, avec évidemment des techniques naturelles non médicamenteuses. En règle générale, les gens ont été tellement formatés à l'envers qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'existe pas de maladie d'origine physique, mais seulement des maladies d'origine mentale, mais somatisées. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure et vous le comprendrez parfaitement. Les gens, en règle générale encore, n'arrivent pas à comprendre que nous somatisons tous nos sentiments, que nous matérialisons en nous
nos sentiments négatifs comme nos sentiments positifs, que nos sentiments soient vécus consciemment ou inconsciemment. Généralement, là encore, les gens n'arrivent pas à comprendre que la multiplicité des maladies n'est qu'une apparence. La multiplicité de nos maladies traduit en fait la multiplicité de nos sentiments. La nature de nos maladies est personnelle, idiosyncrasique, ce qui veut dire que chacun de nous fait une maladie apparemment différente de celle des autres à partir de la même cause commune, comme chacun de nous fait des tissus, des chairs différentes de celles des autres à partir des mêmes aliments. Pour comprendre cela, il suffit de réfléchir par soi-même. Mais en règle générale, les gens refusent de réfléchir par eux-mêmes. Ils trouvent cela fatigant. Vous souriez, et c'est pourtant vrai. Les gens veulent qu'on pense pour eux. Ce que vous devez retenir, c'est le fait que la médecine de santé, qui est le contraire de la médecine de maladie, cette médecine de santé aide les malportants à se soigner naturellement et intégralement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, se soigner vraiment, intégralement, c'est soigner son mental autant que son corps physique, du fait que nous somatisons tous nos sentiments, comme je viens de vous le dire. Et généralement, en médecine de santé, on soigne le mental par orthopsychothérapie appliquée sous hypnose. Ultérieurement, je vous expliquerai plus en détail ce qu'est l'orthopsychothérapie. Mais présentement, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypnose. Et pourquoi soigner son mental, non pas par l'hypnose, mais sous hypnose. Alors, qu'est-ce que l'hypnose et ses possibilités ? L'hypnose n'est pas un trafic d'influence comme le croient les ignorants, parce que l'hypnose n'existe pas. Il n'y a que de l'auto-hypnose induite par autosuggestion ou par hétérosuggestion, induite soit par soi-même, soit en s'identifiant au contenu informationnel d'une idée émise par quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, c'est le sujet lui-même qui s'auto-hypnotise. Comme je viens de vous le dire, en s'identifiant à l'idée, en s'identifiant au contenu de l'idée, autosuggérée ou hétérosuggérée. L'auto-hypnose permet de programmer son subconscient grâce à l'auto-introsuggestion. Laquelle auto-introsuggestion est auto-hypnotique. Si vous avez besoin de savoir ce qu'est l'auto-introsuggestion, je vous le dirai à la fin. Alors que cette auto-introsuggestion soit induite par autosuggestion ou par hétérosuggestion. Sans auto-hypnose,
l'être vivant ne pourrait rien apprendre. C'est en effet l'hypnose, l'auto-hypnose évidemment, qui permet d'intégrer en soi et d'assimiler une idée, un concept, une pensée, bref, un contenu informationnel. Elle est en quelque sorte, l'hypnose est en quelque sorte, la télécommande. La télécommande, le zapper, la télécommande qui permet de changer de fréquence vibratoire, donc d'idées, donc de pensées, donc de sentiments. C'est l'état auto-hypnotique qui fait fusionner la croyance imaginative générée par le conscient et qui la fait fusionner avec l'émotion générée par le subconscient. Sans cette fusion, l'être ne pourrait pas susciter en lui des sentiments positifs ou négatifs. Or, ce sont les sentiments qui programment notre subconscient, qui est un élément réactionnel, centrifuge, exprimant, concrétiseur de notre pensée holistique, qui est constituée de deux éléments identiques, mais inversement fonctionnels, c'est-à-dire d'un conscient et d'un subconscient. Alors, le premier étant l'élément actionnel, centripète, imprimant, pro-naturant, c'est-à-dire programmeur de notre pensée holistique. Vous avez le pensée holistique qui est symbolisé par un cercle. En haut, vous avez une force verticale. C'est le conscient actionnel, l'élément mâle de notre pensée holistique. En dessous, vous avez le subconscient qui est une force horizontale, qui est une force centrifuge. La première est une force centripète, la deuxième une force centrifuge. Un élément programmant, procréateur, et un élément créateur. L'homme a le premier mot, la femme a le dernier mot. Nous sommes androgynes. Nous sommes à la fois mâles et femelles. C'est ce que vous devez comprendre. Action du mâle sur la femelle et réaction de la femelle sur le mâle. C'est simple à comprendre. Étant un attribut naturel et normal de notre pensée holistique, l'auto-hypnose est totalement sans danger. Elle permet de passer, comme je viens de vous le dire, d'un état mental extériorisé à un état mental intériorisé. Et c'est parce qu'elle permet ce processus que l'auto-hypnose permet de s'auto-programmer et aussi de s'auto-déprogrammer, donc d'éliminer ces mauvaises idées, ces mauvais sentiments éthio-morbido-pathogènes, c'est-à-dire cause de blocage bioénergétique et de maladies non accidentelles. Les gens qui ignorent ce mécanisme du pensée holistique affirment que l'hypnose est un état entre veille et sommeil. Rien n'est plus faux. Loin d'être un sommeil, l'auto-hypnose est au contraire un état d'hyperlucidité, d'hyperconscience, mais intériorisé, presque totalement coupé du monde externe. Sans cet attribut merveilleux, l'être humain ne pourrait pas se mettre en état vagotonique
en phase d'élimination de ces poisons psychorganiques, il demeurerait en hypersympathicotonie, c'est-à-dire en hypertension nerveuse, en état de stress permanent. Il ne pourrait plus digérer, assimiler, ni même éliminer, ni même dormir profondément. Il ne pourrait jamais récupérer des énergies. Il serait en oxydation bioélectronique permanente, en usure vitale, et il mourrait en peu de temps. En raison de cette hyperconscience intériorisée, personne ne peut violer l'intimité de l'auto-hypnotisé. Expérimentalement, toutes les tentatives de viol sous hypnose effectuées en présence d'huissiers de justice ont systématiquement échoué. L'être contrarié par ce qui lui dit sort spontanément de son intériorité et revient aussitôt à son état extériorisé, rompant ainsi cet état d'intériorisation appelé à tort transe. Les sujets les plus hypnotisables sont ceux qui savent facilement s'identifier au contenu d'une idée, auto-suggérée ou hétéro-suggérée, au contenu d'un récit, au contenu d'un événement quelconque. L'état auto-hypnotique est un état permanent. Lorsque vous riez ou pleurez, lorsque vous hurlez devant un événement amusant, ou dramatique, ou douloureux, ou joyeux, vous êtes en état d'hypnose. Quand vous regardez un match de foot et que vous levez, que vous applaudissez, que vous hurlez, vous êtes en état d'hypnose. Le pianiste qui ferme les yeux, il est en état d'hypnose. Le chanteur lyrique, il est en état d'hypnose. L'hypnose est un état permanent. Bien entendu, il y a des degrés de profondeur auto-hypnotiques qui traduisent la profondeur de l'intériorisation. On dit de ces sujets facilement auto-hypnotisables qu'ils sont réceptifs. C'est faux. Ils ne sont réceptifs qu'à ceux qu'ils croient, qu'à ceux qu'ils aiment, mais pas à ceux à quoi ils ne croient pas ou qu'ils n'aiment pas. Ce sont ces réceptifs, entre guillemets, qui obtiennent de rapides résultats positifs lorsqu'ils acceptent de se soumettre à une orthopsychothérapie auto-hypnotique visant la neutralité des sentiments, comme l'a dit M. Lefebvre. Ce n'est jamais l'état auto-hypnotique qui est dangereux, mais les mots négatifs, auto-intro-suggérés par soi-même, à la suite de ses propres idées négatives, fausses, comme les fausses croyances, ou bien à la suite d'idées négatives suggérées par autrui. L'être vivant est toujours le résultat de ce qu'il croit, non de ce qu'il veut. Or, il croit comme il aime. Ce sont ses amours, vrais ou faux, qui forgent ses croyances, vraies ou fausses. Donc, ces auto-introsuggestions, lesquelles le programment et façonnent son destin, qui sera heureux ou malheureux, selon que ces auto-introsuggestions sont rectes
c'est-à-dire conforme au code de la vie, ou bien non recte, non conforme au code de la vie, c'est-à-dire à la loi vitale qui gouverne inexorablement le psychologique et le biologique. Voyons à présent l'hypnothérapie. Eh bien, là encore, l'hypnothérapie n'existe pas. L'hypnothérapie n'existe pas parce que l'auto-hypnose est simplement un état d'intériorisation, un processus qui permet d'assimiler ou de désassimiler des données informationnelles. Cet état n'est pas thérapeutique en soi par lui-même. Il ne peut donc guérir un malade. Autrement dit, l'hypnose ne guérit rien ni personne. C'est le verbe positif appliqué à un sujet en état auto-hypnotique qui peut éventuellement entraîner l'auto-guérison de ce sujet, mais seulement si ce sujet s'identifie entièrement au contenu informationnel du verbe positif hétérosuggéré. C'est ainsi que j'ai pu faire éliminer 20 kg de surcharge pondérale au bout de 3 mois et même 42 kg de surcharge pondérale au bout de 5 mois d'orthopsychothérapie appliquée sous hypnose à des personnes de 40 à 60 ans hyper surchargées, et ceci sans un régime alimentaire classique dit hypocalorique. Bien entendu, l'orthopsychothérapie n'est appliquée qu'après anamnèse et psychoanalyse effectuée au cours de 2 ou 3 séances dites préliminaires, et elle peut être appliquée à d'autres états psychorganiques qui sont dits pathologiques. Quelle que soit la pathologie, qui n'est qu'un effet d'une cause profonde, le verbe positif n'est jamais appliqué à la pathologie, mais au sujet lui-même, qui est la cause de ces maladies. Et ceci en vue de lui faire modifier positivement son attitude mentale, habituellement négative, donc éthio-morbido-pathogène. Et c'est parce que le sujet opère en lui une repositivation mentale qu'il libère de ce fait l'homéostasie de sa propre force vitale, auto-guérisseuse, et qu'il se guérit. Il se guérit. Personne ne le guérit. Il se guérit lui-même. L'hypnotiseur ne guérit personne. C'est toujours l'auto-hypnotisé qui se guérit lui-même sur la base de sa croyance imaginative émotionnalisée, par suite de son auto-introsuggestion auto-hypnotique positive. Il s'agit, dans tous les cas, d'une auto-guérison, d'une guérison effectuée par soi-même, sur soi-même. L'hypnotiseur n'est qu'un instrument, de même que le verbe positif, qu'il convient d'ailleurs d'étayer par d'autres techniques naturopathiques d'action synergique. C'est le cas, par exemple, des manipulations ostéopathiques, ou de la phytothérapie, ou de la vitaromathérapie, ou de la correction alimentaire, ou des massages spécifiques, etc., etc. Toutes ces techniques
naturopathique, appliquée holistiquement, vise à aider le malade à s'auto-guérir, c'est-à-dire à se désintoxiquer et à se revitaliser psychologiquement et organiquement. Ceux qui veulent se délester des fardeaux qui les rendent malheureux, qui les font souffrir, qui ont des problèmes variés, qui sont affectés d'un mal-être, d'un mal-vivre, par exemple d'anorexie ou de boulimie, de stress, de tabagisme, d'alcoolisme, de timidité maladive et autres maux perturbateurs, ont intérêt à se faire soigner par une orthopsychothérapie appliquée sous hypnose la plus profonde possible. Plus ils se laisseront aller profondément dans leur intériorisation, dans leur état auto-hypnotique, et plus ils obtiendront rapidement des résultats positifs. C'est une question de lâcher prise. Alors maintenant, voyons qu'est-ce que le lâcher prise. Lâcher prise, c'est par exemple abandonner une fausse croyance, fixée par soi-même, en soi-même. Lâcher prise, c'est s'ouvrir sur une idée nouvelle, logique, positive, qui remplacera l'idée négative, illogique, c'est-à-dire la fausse croyance. Lâcher prise, c'est remplacer une idée fausse par une idée vraie. Mais c'est difficile de faire comprendre cela aux gens. En effet, il y a plus de 2000 ans, un grand initié en la matière a dit très justement ceci. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une outre ancienne de peur de la faire craquer et perdre ainsi la boisson. Alors, qu'est-ce que c'est que le vin nouveau ? Le vin nouveau, c'est l'idée nouvelle. Et qu'est-ce que l'outre ancienne ? C'est le mental sclérosé. La bourrique. Un mental se sclérose en refusant d'accepter des idées nouvelles, révolutionnaires, c'est-à-dire des idées qui relancent l'évolution. On ne peut pas faire accepter une idée nouvelle positive à un sujet hypnotisé par ses fausses croyances, par ses idées négatives qu'il prend pour vérité et auxquelles il tient plus qu'à sa vie. Nous sommes tous gouvernés par nos désirs qui forgent nos croyances. Prenons quelques exemples. Si par malheur, vous dites à une personne « Dieu n'existe pas en dehors de nous », ou bien encore « La vie n'existe pas après la mort », alors que cette personne croit, dur comme fer, en l'existence d'un Dieu externe à nous et en l'existence de la vie après la mort, cette personne va se rebiffer. Elle va se révolter. Au lieu de réfléchir et de raisonner objectivement, sans parti pris, sans préjugés, et elle peut même vous faire brûler sur le bûcher parce que vous n'êtes pas de son avis.
C'est ce qui s'est passé lors de l'Inquisition en Europe durant 5 siècles. Et oui, les catholiques ont brûlé sur le bûcher près de 300 000 personnes parce que les gens ne croyaient pas ce que disait l'Église catholique. Où est la liberté d'expression? C'est l'ignorance qui conduit à l'obscurantisme et au fanatisme, donc à la persécution. Voilà pourquoi un proverbe arabe dit très justement: si tu dis la vérité 24 heures avant les autres, saute vite à cheval et fuis. C'est ce que Guy Béard disait en grattant sur la que celui qui dit la vérité doit être exécuté. La vérité est bonne pour celui qui la dit, mais pas pour celui qui l'entend. C'est à celui qui croit en l'existence de Dieu en tant qu'être suprême, externe à nous, à prouver son existence. Ce qu'il ne peut pas faire parce que l'idée de Dieu n'est qu'une hypothèse d'un Dieu qui a créé l'univers. C'est une hypothèse, c'est une croyance. De même que la vie qui continue après la mort, ce n'est qu'une croyance. Ce n'est pas un fait prouvé, avéré. Ce sont des croyances. Mais nombreux sont encore actuellement ceux qui préfèrent croire que savoir, parce que leur croyance les rassure. Par exemple, croire que l'on va au paradis céleste après sa mort biologique, où l'on vit éternellement dans un bonheur absolu, est basé sur mais cette idée, elle est basée sur cette idée. J'aime ce qu'on me dit, j'y crois. On va au paradis, ça me plaît, donc j'y crois. Autrement dit, j'aime cette idée, donc j'y crois. Que cette idée soit vraie ou fausse, j'y crois. Donc, vous ne me ferez pas changer d'avis parce que j'y suis attaché. Être attaché à une idée reçue de parents ou de maîtres ignorants, notamment, c'est être hypnotisé par cette idée, par la croyance. Le non-lâcher-prise est cet attachement, cet enchaînement à une idée quelconque. Lorsqu'on est enchaîné à une idée positive, eh bien c'est bien, mais lorsqu'on est enchaîné à une idée négative ou fausse, par refus de réfléchir et de raisonner objectivement, de raisonner logiquement, eh bien c'est mal, parce qu'elle empêche d'évoluer, de se verticaliser, de se transcender. Ce sont ces gens hypnotisés par leurs fausses croyances et par leurs idées négatives qui traitent les autres de sectaires, d'ignorants, d'hérétiques même, parce qu'ils n'épousent pas leurs folles croyances, leurs folles idées. L'être humain n'a qu'un seul ennemi, ses idées négatives, basées sur ses fausses croyances, sur des préjugés, sur des a priori, sur des affirmations non fondées. Mais l'erreur, qui est le mensonge, ne devient pas vérité pour autant, parce qu'elle est épousée par la totalité ou par la majorité des gens qui refusent de réfléchir, de raisonner objectivement, bref, de se repenser à l'endroit. Bien entendu, le non-lâcher-prise ne concerne pas seulement les exemples que je viens de citer. Il concerne également tous les actes aberrants de la vie quotidienne.
Alors, voici encore un autre exemple de non-lâcher-prise. Je crois que les médicaments chimiques guérissent. J'aime cette idée. Elle me permet de continuer à vivre à l'envers sans que je sois obligé de me corriger, de vivre à l'endroit. J'aime cette idée d'hétéro-guérison, donc j'y crois. Autre exemple de fausse croyance qui dicte nos comportements aberrants. Le vin contient du resveratrol, qui est excellent pour la santé. Donc le vin est bon pour la santé. C'est évidemment faux, puisque son abus conduit au délirium tremens, à la folie. Tant pis, j'aime le vin et je ne vais pas m'en priver. Le café contient de la caféine, qui est excellente pour stimuler les nerfs. Donc le café est bon pour la santé. Les gens ne raisonnent pas. C'est évidemment faux, puisque son abus, l'abus de café, on le sait depuis 250 ans, mais on ne vous l'a jamais dit, eh bien conduit à la cancérose. L'abus du café conduit à la cancérose, parce que la caféine fait muter nos cellules. Tant pis, j'aime le café, je ne vais pas m'en priver. Le chocolat. Le chocolat contient de bons nutriments, et notamment du magnésium, qui tonifie et qui calme les nerfs. C'est évidemment faux, puisque son abus tue le foie. Ça vous tue le foie, et ça tue même certains animaux, gâtés de cette façon par leurs propriétaires gâteux. Tant pis, j'aime le chocolat, je ne vais pas m'en priver. Je pourrais multiplier ainsi quantité d'exemples de ce type. Nos croyances, vraies ou fausses, sont le résultat de ce que nous aimons, de ce que nous désirons. Nos croyances nous dispensent de savoir. Elles nous dispensent de faire des efforts de compréhension, de réflexion, de raisonnement logique, objectif. Faire un effort de compréhension nous fatigue et nous oblige à nous faire violence, à corriger notre attitude mentale, bref, à nous donner des coups de pied aux fesses pour mettre d'aplomb nos fausses idées. Conséquemment, nous ne voulons pas corriger notre attitude mentale, même si elle est négative et nous rend malades, ou si elle nous entraîne dans les échecs existentiels. En règle générale, les gens ne veulent pas faire l'effort de se responsabiliser, de se prendre en charge, de se corriger. Ils veulent le bien-être et l'opulence sans avoir à les gagner. Ils veulent récolter le bien sans avoir à le semer. Bref, la majorité des gens veut un bon salaire sans travailler. Une personne qui veut en même temps une chose et son contraire, le beurre et l'argent du beurre, est dans le délire, dans la folie. Elle a perdu la notion de logique. Elle a perdu la raison, sur lesquelles logique et raison s'appuie la vérité. La logique est la vérité, et la vérité est la logique, laquelle logique s'exprime à travers la réflexion, le raisonnement objectif, donc totalement dénué de tout a priori, de tout préjugé, de toute fausse croyance.
Les gens qui ont des a priori et des préjugés et des fausses croyances sont en dehors de la raison. Ils ont perdu la raison comme les fous. C'est ça le non-lâcher-prise, qui conduit soit à la pathologie, soit à l'échec existentiel, soit à ces deux événements en même temps. Sous hypnose, surtout si elle est profonde, on peut rectifier, corriger l'attitude mentale. C'est-à-dire se repositiver, mais à condition que la personne, en mal-être, accepte de lâcher prise, d'abandonner ses a priori, ses préjugés, ses fausses croyances et autres idées négatives pour pouvoir acquérir de vraies idées, la vérité, laquelle vérité est la loi de symétrie, la loi de la neutralité des sentiments, la loi de la neutralité des idées. C'est ça la vérité, la justice, la justesse, le juste milieu. Ni haine ni amour, ni hyper-altruisme, ni hyper-égoïsme. Un équilibre entre les deux sentiments contraires qui sont indispensables. Une personne obnubilée par ses fausses croyances, donc par son ignorance, par son fanatisme, doit comprendre que l'on ne peut pas mettre des meubles neufs à la place des anciens vermoulus si on refuse d'enlever les vieux meubles. Autrement dit, une personne hypnotisée par une idée à laquelle elle tient parce qu'elle la conforte dans sa passivité, dans sa faiblesse, dans son ignorance, eh bien cette personne ne peut pas être hypnotisée par une idée nouvelle qui l'oblige à se repenser, à se remettre en question, donc à se faire violence, à réfléchir et à raisonner objectivement, logiquement. La logique, c'est ça. Alors maintenant, voyons un petit peu le bien-être après une bonne séance d'auto-hypnose. C'est ce qui vous intéresse et que vous allez vivre cet après-midi. Pour se laisser aller à l'état auto-hypnotique, le sujet doit avoir confiance en son hypnotiseur qui n'est qu'un hétéro-suggestionneur. Pour plonger dans cet état d'auto-hypnose, il faut lâcher prise. Il faut s'abandonner à son intériorité, positive évidemment. Il faut mettre son mental en roue libre, en passivité, en réceptivité. Tout le monde est hypnotisable, mais à des degrés de profondeur variables en fonction du degré de son propre lâcher-prise. Personne n'est réfractaire à l'auto-hypnose parce que tout le monde apprend quelque chose au cours de son existence, il apprend ça plus ou moins rapidement, et parce que tout apprentissage nécessite l'intervention de l'état auto-hypnotique. On dit qu'un sujet est réfractaire à l'auto-hypnose quand il résiste aux hétérosuggestions d'un hypnotiseur. Dans ce cas, il croit en ses propres idées, souvent toutes faites et basées sur des a priori, sur des préjugés, donc sur l'ignorance.
En faisant cela, le sujet prouve qu'il est déjà auto-hypnotisé sur la base de ses propres croyances. Il n'entend et n'écoute que ses propres idées. Ce sont ces gens-là qui ont du mal à évoluer dans l'existence. Je vais vous donner un exemple. Une copine dit à son copain « Ce soir, je vais écouter un conférencier sur un sujet qui m'intéresse. Tu viens avec moi ?» Réponse « Éventuellement. » Quel est le sujet de la conférence ? C'est sur l'hypnose, et c'est bien fait. Réponse, tu es folle, c'est dangereux. Je n'irai pas écouter ces stupidités. Qu'est-ce qui est dangereux ? Qu'est-ce qui est stupide ? L'hypnose. Tu sais donc ce qu'est l'hypnose ? Réponse, non, mais c'est dangereux. Tu sais ce qu'est l'hypnose ? Non, mais c'est dangereux. Voilà le type d'ineptie que l'on entend très souvent, hélas. Le sujet affirme la contrariété, la contradiction qu'il y a dans la tête de ces gens. Le sujet affirme ignorer ce qu'est l'hypnose, mais il se permet cependant de porter un jugement a priori sur cette discipline, parce qu'il a entendu dire ceci ou cela à ce sujet. Il a cru ce qu'on lui a raconté. Il a cru sans se donner la peine de réfléchir et de juger objectivement par lui-même. C'est une bourrique. Voilà comment les gens se laissent formater à l'envers par refus de penser par eux-mêmes après étude objective de la question. Pour mesurer le degré de lâcher-prise d'un sujet, l'hypnotiseur utilise quelques tests d'hypnotisabilité, notamment la lévitation d'un membre supérieur. C'est ce que vous allez vivre cet après-midi. Après une séance d'orthopsychothérapie appliquée sous hypnose profonde, le sujet est en vagotonie, en lâcher-prise, dont le degré est celui de son lâcher-prise. C'est comme s'il remontait d'un profond sommeil, bien qu'il n'ait pas dormi du tout. Et il pense même, souvent, n'avoir pas encore commencé sa séance parce que l'état auto-hypnotique suspend le temps. L'état vagotonique que l'on obtient sous hypnose procure une sensation de profonde détente et de bien-être, comme si l'on était libéré d'un fardeau et rechargé d'une énergie nouvelle, ce qui est vrai. La durée d'une séance d'orthopsychothérapie appliquée sous hypnose dure 50 à 60 minutes, environ 1 heure. Lors d'une pratique classique, la suggestion est directe et elle n'intéresse jamais le mal dont souffre le sujet, mal qui n'est qu'un effet. En orthopsychothérapie, le travail verbal porte sur la rééducation de l'attitude mentale du sujet, sur son reconditionnement axiologique, c'est-à-dire sur son reconditionnement positif, d'où le caractère dirigiste indispensable de l'hétérosuggestion. L'état auto-hypnotique peut également être utilisé avantageusement pour mettre en évidence les causes profondes cachées et inavouées ou oubliées des blocages et des troubles constatés
que l'on n'arrive pas à préciser objectivement. C'est ainsi que l'on peut déceler des viols, par exemple, ayant été pratiqués par des adultes sur des enfants de 3 ou 4 ans. Mais on peut aussi investiguer plus avant, dans la vie in utero. Et certains même demandent à connaître leur vie antérieure. Et les événements dramatiques d'alors, qui peuvent être à l'origine de certains troubles actuels, dits incurables, selon la loi dite karmique de cause à effet. Alors, quelles sont les personnes qui se font surtout soigner sous hypnose? Eh bien, ce sont surtout les femmes actives de 25 à 60 ans environ qui ont le plus souvent recours à l'orthopsychothérapie appliquée sous hypnose pour résoudre leurs problèmes d'origine psychologique et même souvent organique. Alors voyons maintenant l'efficacité du verbe positif appliqué au sujet placé en état d'auto-hypnose. Seul le verbe positif visant à transmuer, à transformer un sentiment négatif éthio-morbido-pathogène en un sentiment positif éthio-hygiéno-vitalogène est efficace quand il est appliqué à des sujets en état d'auto-hypnose. Cette technique appelée orthopsychothérapie a été diffusée par moi il y a déjà plusieurs décennies et dans une thèse de psychopathologie que j'ai soutenue à l'Université de Paris 13, j'ai démontré expérimentalement que l'état auto-hypnotique permet par exemple aux personnes affectées de surcharge pondérale d'éliminer près de 40% de plus de surcharge résiduelle que les sujets soumis au même régime alimentaire et à la même psychothérapie, mais ayant refusé de se placer en auto-hypnose. Il faut habituellement effectuer 10 à 12 séances espacées de 8 à 15 jours pour obtenir un résultat positif significatif. Et dans le cas de tabagisme abusif, 2 à 4 paquets de cigarettes par jour, il faut compter une vingtaine de séances pour s'en débarrasser vraiment radicalement. Parfois, 1 ou 2 séances suffisent. Mais, là encore, tout dépend de la motivation et de la détermination du sujet, donc de son degré de lâcher-prise. La mise en place de séances d'orthopsychothérapie est précédée, comme je vous l'ai dit, d'une psychoanalyse qui n'a rien à voir avec la psychanalyse freudienne. Elle peut durer 90 à 120 minutes et cette psychoanalyse naturopathique vise à mettre en évidence les défauts mentaux du sujet qui ont induit en lui des entraves, voire des blocages bioénergétiques, cause de pathologie. Voyons maintenant l'innocuité de l'état auto-hypnotique. Je le redis, l'état auto-hypnotique est sans danger parce que c'est un phénomène psychologique normal. Même le sommeil paradoxal, durant lequel on rêve, est un état auto-hypnotique, réalisé sous la poussée homéostasique du subconscient réactionnel, libéré et rechargé par le sommeil profond récupérateur. C'est le contenu informationnel du verbe hétérosuggéré appliqué à un sujet auto-hypnotisé qui peut être dangereux le cas échéant si
l'hétérosuggestionneur utilise des mots négatifs. Seul un orthopsychothérapeute formé dans notre université sait éviter ces pièges parce qu'il agit en agent neutre. Voilà pourquoi j'insiste tant sur la nécessité d'être mentalement neutre, donc totalement dénué d'a priori, de préjugés, de fausses croyances et de conflits mentaux personnels. L'orthopsychothérapie vise à aider le sujet à transformer positivement ses sentiments négatifs, éthiomorbidopathogènes, entretenus en lui, souvent depuis sa tendre enfance. Le fait que certains hypnotiseurs ou hypnothérapeutes induisent des troubles du comportement de la personnalité chez leurs patients n'est pas dû à l'état auto-hypnotique, mais à leur suggestion négative, reflet de leur ignorance ou de leur inconscience ou de leur propre conflit personnel. Depuis ma découverte du mécanisme du pensée holistique, que je vous ai expliqué, il y a plus de 30 ans, on sait maintenant ce qu'est l'état auto-hypnotique et comment fonctionne le pensée holistique. La mécanique ondulatoire, vibratoire, psychopsychique. Psychopsychique, c'est-à-dire conscient-subconscient. Lorsqu'on prononce un mot, son contenu informationnel peut demeurer sans effet chez un sujet dit réfractaire à ce mot. Mais ce contenu, ce même contenu informationnel peut être accepté et assimilé par un sujet réceptif à ce mot. L'assimilation d'une idée qui sollicite l'émotion, donc la croyance imaginative, s'imprime dans le subconscient réactionnel, concrétiseur du sujet. Il s'agit là d'une autoprogrammation aux conséquences fastes ou néfastes selon la tonalité, selon la teneur positive ou négative du contenu informationnel du verbe hétérosuggéré. En ce cas, c'est l'hypnotiseur hétérosuggestionneur qui est en cause, non l'état auto-hypnotique qui peut être utilisé par ailleurs, notamment en culture humaine, pour apprendre rapidement la musique, la sculpture, la peinture, les langues étrangères, pour acquérir des capacités intellectuelles ou sportives, pour un développement personnel extraordinaire, etc. Voilà, j'ai enregistré pour vous des CD spéciaux qui vont vous permettre de vous repositiver. Maintenant, vous savez ce qu'est l'hypnose et tout à l'heure, vous sentirez en vous ce qu'est une repositivation mentale. Je vous remercie pour votre attention.